Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 7e podcast Manchester Devils. Ce soir, on va être avec Jérémy et Alan pour discuter des incidents qui ont eu lieu autour d'Old Trafford ces derniers jours et plus précisément dimanche avant le match Liverpool-Manchester United. Salut Jérémy. Salut, moi c'est Jiminy sur le forum. Merci d'être là. Et on a également, donc, comme je disais, Alan. Salut tout le monde, moi c'est Brace Devil sur le forum, et donc comme le pseudo l'indique, je suis breton à Rennes. Bienvenue à tous les deux, et donc Skolcy pour ma part, donc Ellie, admin de la communauté Manchester Devils. Donc je vous rappelle avant qu'on commence que Manchester Devils c'est le site et le forum que vous connaissez peut-être déjà, le podcast que vous êtes en train d'écouter. Et on a également une page Facebook, on a également un flux Twitter et on a une association Manchester Devils. Si vous souhaitez nous soutenir justement pour qu'on puisse continuer à proposer des contenus, à faire des choses sympas, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site pour en savoir plus. Premier sujet de discussion. Donc, je rappelle un petit peu avant ce qui s'est passé ces derniers jours. Bon, depuis l'épisode Super League, évidemment, la colère qui est un peu sourde là chez les supporters depuis quelques années s'est réveillée. Jeudi 22 avril, il y a des supporters qui sont rentrés dans Carrington, qui ont essayé de forcer la sécurité, qui ont forcé la sécurité d'ailleurs pour aller s'adresser aux joueurs ou aux représentants du club. Samedi dernier, donc le 24 avril, une manifestation devant Old Trafford avec quelques centaines de personnes qui étaient là. Voilà, rien de trop méchant, ça s'est fait dans le calme, etc. Et puis là, dimanche 2 mai, donc il y a 2 jours, c'est rentré dans une complètement autre dimension, manifestation devant Old Trafford qui a dégénéré, entre guillemets, on peut dire ça. Plusieurs milliers de personnes, on parle de 10 000 personnes devant le stade, 500 à 1000 personnes qui sont rentrées dans Old Trafford avec un peu de grabuge et de dégâts. Ma première question, c'est la suivante. Est-ce que vous comprenez que les supporters mancuniens soient en colère? Est-ce que vous comprenez les manifestations? Ou est-ce que vous pensez que le club est au glazer, hein, c'est quelque part leur possession, leur propriété, et ils devraient avoir le droit de faire ce qu'ils veulent avec, et nous, on n'a pas notre mot à dire sur le sujet? Je rebondis sur ta question. Du coup, moi je comprends complètement les supporters et leur action dimanche, hein. Moi j'approuve totalement. Je sais qu'il y en a qui sont pas forcément d'accord avec moi, mais ça fait quelques années qu'on avale des couleuvres, et notamment la Super League il y a 2 semaines, et je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc ils ont choisi un match contre Liverpool, hein, qui est le match le plus regardé je crois dans le monde. Donc pour que le retentissement soit mondial justement, et ça a marché. Donc pourquoi ils ont raison de manifester? Parce que les Glazers avec la Super League, pour parler de l'événement le plus récent, ne respectent pas forcément la culture du club et son histoire européenne, surtout quand on sait qu'elle est tragique avec le crash. Il y a aussi une gestion sportive pas forcément parfaite, donc c'est difficile à accepter, et puis on voit qu'il y a l'ennemi, le voisin City, qui lui grandit de plus en plus et devient le club qui pèse à Manchester, et je pense que ça c'est pareil, la fierté elle en prend un coup. Donc je sais pas si vous voulez rebondir sur ça, mais Et non, enfin, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Alan, hein, là-dessus. Faut bien se rappeler quand même que les Glazers, ils sont arrivés au club en 2003. Enfin, ils ont commencé le rachat du club surtout en 2003 jusqu'en 2005, et puis ils sont propriétaires, on va dire actionnaires majoritaires, etc. depuis 16 ans maintenant. En fait, il y a 18 ans, quand ils ont commencé le rachat du club, est-ce qu'avant, ils savaient ce que c'était que Manchester United depuis les États-Unis? Est-ce qu'ils savaient justement à quel point ça pesait dans la culture de la ville, du pays ou même de l'Europe, hein, finalement, parce que c'était quand même un des plus grands clubs de foot d'Europe à l'époque? Je pense pas. Et finalement, oui, c'est sûr qu'ils ont beau avoir mis l'argent aujourd'hui, et encore que c'est de l'argent qu'ils ont emprunté dans les grandes largeurs, euh, ils devraient finalement, enfin moi c'est mon point de vue en tout cas, être au service presque des supporters, c'est-à-dire faire grandir le club dans la meilleure direction pour continuer à le faire grandir, à amasser des trophées, à faire bosser des gens aussi. Il y a tout un écosystème de personnes qui bossent pour le club
au-delà des joueurs, etc. Voilà, c'est ça en fait qui devrait être la mission d'un investisseur qui met de l'argent dans Manchester United ou dans tout autre club de foot. Et aujourd'hui, en fait, les supporters, ils ont compris que c'était pas du tout ça qui intéressait les Glazers. C'était juste de se faire un maximum de thunes finalement et de repartir avec, se faire des parties de golf à Tampa après au soleil. Donc, Clairement. moi perso, je comprends complètement que les supporters soient en colère et qu'ils manifestent parce qu'en fait, c'est une partie de leur héritage quelque part et de leur propriété. Manchester United, c'est un club qui nous appartient tous, qu'on est en train de leur enlever. Donc, est-ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, effectivement, et je pense que le fait d'avoir des manifestations, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever aux supporters à qui on est en train d'enlever une partie de leur vie et de leur histoire. Il y a un mec hier, justement, qui disait moi, ça fait 40 ans que je suis le club, que je vais à Old Trafford, Ouais. etc. Si on m'enlève ça, en fait, voilà, c'est presque j'ai plus rien, quoi. Et on est en Et puis train de leur surtout, enlever là, ça. que c'est le seul moyen de se faire entendre, puisque avec le Covid, il n'y a plus de supporters dans les stades, donc quoi faire d'autre, hein. Ouais, c'est clair que tu n'as pas la possibilité de mettre une belle bannière là. Bon, c'est un truc qu'on voit pas très souvent à Old Trafford, qu'on voit pas trop en Angleterre finalement, qu'on voit peut-être plus en France par exemple ou dans d'autres pays. Les bannières des supporters là pour invectiver un peu leur président web. Mais c'est vrai que finalement c'est presque bien tombé quoi. Le fait que la Super League arrive pile à ce moment-là, au moment où peut-être les opinions se font un peu moins entendre, je suis pas sûr qu'ils s'attendaient forcément trop à ça, quoi. Je pense que moi, la Super League, ils ont sous-estimé un truc, c'est l'amour qu'ont les supporters pour leur club. Parce que les clubs espagnols, italiens, je suis persuadé que eux, ça serait passé, hein. Mais l'amour que les supporters anglais ont pour leur club, je pense ils n'avaient pas forcément pensé à ça. Et d'ailleurs, alors moi, il y a un truc que je maîtrise pas trop là-dedans. Je sais pas si vous suivez un peu les sports US, enfin plus que moi en tout cas. Moi, je suis vraiment de très loin. C'est est-ce que justement les Glazers ou les propriétaires de franchises US, par exemple, basket, NFL, etc., ils ont l'habitude d'avoir cette relation avec des supporters qui vont leur rentrer dedans un petit peu quand ils seront pas contents, ou est-ce que c'est des supporters qui sont un peu plus calmes, qui suivent le mouvement, ou est-ce que vous en avez pas trop d'idées, ce qui est possible, parce que peut-être que vous suivez pas trop le truc de ce point de vue-là. Non, moi, c'est vrai que je suis pas trop la NBA, tout ça, je suis pas trop. Après, les Américains, c'est quand même beaucoup dans le show, quoi. Donc après, est-ce qu'on a la même culture que nous en Europe? Je suis pas persuadé quand même. Je suis pas tout à fait convaincu, ça, parce qu'en fait, puisque pour rebondir sur ce que tu dis sur la NBA, elle a une particularité, c'est qu'en fait, il y a très peu d'équipes pour un territoire qui est vaste. Donc en fait, si je vais répondre à un niveau francophone, ils ont un peu la même caractéristique que ce que nous on a, qui est parfois perçu difficilement, c'est-à-dire que tu supportes en fait un club qui n'est pas le club de ta localité. Tu as ce même phénomène en NBA, c'est-à-dire que étant donné qu'il y a que très peu d'équipes pour un territoire très large, beaucoup de supporters de franchises se retrouvent à supporter des franchises qui sont à des milliers de kilomètres de chez eux, comme c'est le cas actuellement pour nous, Mm. et qui finalement vouent clairement un culte à leur franchise comme ce que nous on peut le faire. Je prends un exemple tout bête, les Celtics, tu as une Celtic Nation qui existe. C'est ce qu'ils appellent une armée verte. Et c'est finalement assez proche quand même. Enfin, vraiment, pour le coup, pour répondre sur le sujet. Ouais, mais est-ce qu'on a eu des cas vraiment, justement, je sais pas, je maîtrise pas cette partie de l'histoire, mais est-ce qu'on a eu des cas justement de mémoire où il y a des supporters de franchise US justement se sont Une rébellion, opposés ouais, non, j'ai pas de. à leur président. En fait, on a quand même l'impression que les gars qui ont monté la Super League, alors bon, il y a quand même des historiques, hein, il y a Florentino Pérez, il y a Agnelli qui sont quand même censés connaître la culture des clubs dans lesquels ils évoluent. Et il y a aussi les Stan Kroenke là d'Arsenal, il y a Henry à Liverpool, il y a les Glazers chez nous. Enfin, c'est peut-être des gens qui sont un peu déconnectés aussi finalement de la culture du supporterisme finalement anglais et européen et qui s'attendaient pas à ce qu'ils se fassent malmener, Bah, malmener de la sorte, quoi. Agnelli il est totalement déconnecté, hein. Quand on écoute ce qu'il dit, ça fait peur, hein. Après, Ouais, mais la Pérez, famille, elle est quand même là depuis un ouais, non, c'est moment, sûr, quoi. ouais, c'est sûr. Mais après, puis Pérez, je pense que lui, il prêche par contre pour sa paroisse, hein. Je pense que lui, c'était pour sauver son club, acheter Haaland et Mbappé, hein, il l'a dit, hein. Parce qu'il a même critiqué le foot anglais en disant qu'un City, United, le monde ne s'arrêtait pas que comme un Barça Real, quoi. Donc, C'est vrai.
Lui, il Parce pense qu'il qu'à son club, hein, c'est parce qu'il sincèrement. a pris le mauvais exemple. S'il avait pris un Manchester-Liverpool, il saurait que c'est le match le plus regardé. Ouais, non, c'est ça, non, mais Mais après, quand tu dis oui, Pérez, tu vois, il voulait acheter des Mbappé, etc., c'est pas du tout ce qu'il a dit. Pérez, il a dit qu'il voulait sauver le football mondial, tu vois, qu'il voulait que oui, non, mais ça, l'argent il dit rebascule. ça, mais il a aussi dit après, bah, cet été, bah, faudra pas se plaindre si on peut pas acheter Mbappé, ni Haaland, quoi. Donc, Ouais. Ah, nous, on les il plaindra est pas, je marrant. pense. Non, non, mais bon, il est marrant 5 minutes, Pérez, mais je pense que lui, il prêche plus pour sa paroisse que pour sauver le club, le foot européen, hein. Faut pas se leurrer, hein. Pas de pitié dans le foot, hein. Mm. Donc, en synthèse, bon, la colère des supporters, pour nous, elle est légitime. Jérémy, toi, tu es de cet avis aussi. Tu t'es pas trop exprimé sur cette question, plus sur la deuxième partie. Toi, tu comprends aussi ce qui s'est passé ou... En fait, je comprends qu'il y a un désaccord, mais je comprends pas le fondement de la colère. C'est-à-dire, je comprends le désaccord, hein. Vous l'avez assez bien expliqué et il n'y a pas forcément à revenir dessus. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est le mouvement global depuis toujours. Alors que, enfin, d'un point de vue personnel, les Glazers, je trouve qu'ils nous ont quand même fait passer un cap. Ils ont récupéré. Je sais qu'on a tendance à critiquer le montage financier pour récupérer le club, mais c'est aussi perdre de vue qu'au moment où ils ont récupéré le club avait d'énormes dettes et le club n'allait pas bien financièrement, ça c'est un fait, et que leur montage nous a permis d'investir et d'être un des clubs peut-être le plus en avant sur les 20 dernières années. Donc on a profité aussi de l'effet Ferguson, mais pas que, et qui nous a aussi permis d'être le club, selon les années, le plus riche au monde, tout simplement. Et je pense que dans le football actuel, c'est quand même un luxe d'être le club le plus riche au monde, parce qu'on voit des clubs qui sont très grands, qui ont une histoire qui est comparable à la nôtre, parce que nous, on aime l'histoire de notre club, mais on n'est pas unique là-dessus. Et du coup, je pense que, enfin, ils ont quand même apporté une sécurité financière que beaucoup de clubs, grands clubs, rêveraient d'avoir. Le Grand Real de Madrid, auquel on pense qu'ils sont intouchables, aujourd'hui, ils ont quand même un président qui a un aveu de faiblesse en disant, on n'est pas bien financièrement. Et pourtant, c'est censé être le club le plus riche au monde. Bah ouais, ils viennent de gagner 3 Ligues des Champions, tout ça. Mais le Barça, c'est pareil, hein. Après, Alors, ouais, c'est. alors qu'avec les Glazers, quand nous, on allait mal et qu'on n'était même pas en Ligue des Champions, on était quand même le club qui faisait le plus d'argent au monde. Je pense que ça a quand même son importance. Ouais, non, c'est sûr, hein. Après, moi, je me suis un peu renseigné quand même aujourd'hui là sur les Glazers et c'est vrai qu'on leur vante beaucoup la réussite au niveau économique et la croissance du club. Mais moi justement, j'ai lu que bah, la croissance du club, ouais, elle a grandi par rapport au moment où ils l'ont acheté. Mais les autres clubs, ils ont leur croissance est beaucoup plus forte que la nôtre sur la même période en fait. Donc c'est ça qui est. Si on prend les chiffres avec les autres clubs, c'est pas forcément le meilleur bilan quoi. Et tu es sûr de ce que tu dis, Jérémy, quand même, quand tu dis qu'on était endetté au moment du rachat par les Glazers? Parce que moi, ce que j'avais retenu, quand même, c'est que la dette qui a pesé sur le club en 2005, c'était la plus importante depuis 1931, quand le club avait été sauvé de la faillite, justement. Et que cette dette, en fait, elle est à mettre à 100% sur le dos des Glazers, qui, au lieu de s'endetter eux personnellement pour racheter le Ouais. club, ont fait peser une partie de la dette quand même pas négligeable sur le club. Et c'est aussi à cause de ça, finalement, que bah, le club est toujours pas en bonne santé financière aujourd'hui. Peut-être qu'on fait toujours du chiffre d'affaires, peut-être qu'on a encore les moyens d'acheter des gros joueurs, etc. Mais il y a quand même une dette qui évolue d'année en année. Enfin, elle était 300 millions en 2013, elle est de 450 millions cette année. Bon, il y a le Covid, Elle est etc. à, Mais elle est à 526 millions, exactement. Là, j'ai lu ça aujourd'hui. 500, c'est ça. Bah, tu vois, Ouais. bah, j'étais encore loin du compte, hein, comme quoi. Et j'ai pas spécialement l'impression que c'est quelque chose qu'on puisse pas imputer aux Glazers, au contraire. Enfin, c'est eux Ouais. qui ont Alors, fait des montages financiers quand même la mort Et, ouais. noyée, pour Et te, ré- avec des taux d'intérêt. les taux d'intérêt, pour te répondre, oui, le club était clairement endetté. Ils n'ont pas racheté un club qui était dans le positif. D'ailleurs, c'était un secret pour personne que le club était à moitié à vendre quand les Glazers sont arrivés. S'il était à vendre, c'était pas pour des bonnes raisons. Je suis même pas sûr que le vendeur ait fait une plus-value. C'est des chiffres qui sont à reprendre parce que c'est des choses que j'ai dit de mémoire d'il y a longtemps, donc je préférais qu'on vérifie avant, mais c'était à peu près sûr. Mais le montage financier, je sais qu'il est critiqué en disant que c'est le club qui supporte sa propre dette, mais c'est parce que les Glazers, enfin, c'est toujours pareil, ont été un des premiers clubs majeurs. On a été peut-être le premier club majeur à gérer le club comme une entreprise. Alors aujourd'hui, d'un point de vue purement footballistique, on peut dire que c'est pas bien. On peut juger ça en préférant le football d'avant. Je dis pas le contraire, mais c'est en même temps ce step-up qui te fait qu'au final, tu es quand même un club, vous étiez les premiers à dire que l'Europe, ça a une importance
au niveau de jouer. Mais aujourd'hui, si t'as pas d'argent, tu joues pas l'Europe. Tu ne joues pas de manière compétitive, j'entends. Tu peux te qualifier en poule, mais les clubs qui dévassent les poules sont toujours les mêmes. Et ce sont les clubs les plus financiers, les plus forts financièrement. C'est d'ailleurs ce qui était Ouais, je suis pas reproché à la Super forcément. League. Il y a des clubs C'est- comme Leipzig ou l'Atalanta qui pèsent de plus en plus et qui sont pas. Et qui sont pas Qui sont- récurrents. Ils sont pas Ouais, récurrents mais depuis bah, 15 ans. Non, qui sont pas réguliers depuis 15 ans, mais sur les dernières années, c'est quand même des clubs qui comptent. Bah, qui comptent ponctuellement selon les années. Mais regarde Donc les clubs après, qui bon, sont récurrents. on verra dans 10 ans où ils en seront, mais l'argent fait pas tout, hein. Ouais, enfin, je suis d'accord avec toi, Alan, et c'est vrai que, enfin, on parle de la colère des supporters. En fait, les supporters qui ont manifesté quand même devant le Trafford, bah, c'est les mecs et les femmes du cru, en fait, hein. C'est ceux qui sont au Royaume-Uni, à Manchester ou ailleurs. Euh, Est-ce que vraiment, ce qui est le plus important pour eux, c'est que le club joue la Coupe d'Europe tous les ans? Je suis pas certain, et je pense que même moi, à titre personnel, en fait, je préférais que le club ait une gestion respectueuse de ses supporters, de ses actionnaires, donc pas un actionnariat unique, mais un actionnariat qui soit réparti un peu entre ses supporters, etc. Et qu'on soit vraiment un modèle de ce point de vue-là, plutôt que d'avoir un gars comme Pérez qui, pour avoir Mbappé à Haaland, est prêt à s'asseoir sur ses supporters ou sur le reste de la pyramide du football, comme ils appellent ça, quoi. Donc la santé financière, c'est une chose, et bon, de ce point de vue-là, le pari, il est quand même pas réussi pour les Glazers. Mais en Ouais. plus, ils font ça d'une façon juste qui est complètement malpropre, quoi. Sans communication, Puis sans bon, rien. et, et sincèrement, pour l'argent qu'on a, est-ce que le bilan sportif est bon? Non. La masse salariale, elle est Ah, ridicule par rapport aux résultats sportifs. C'est ça en fait. Si on prend, ouais. Ça, je comprends, mais ça, c'est quelque chose que tu mets au crédit des Glazers et pas à leur rencontre. T'es en train de dire quand même que les Glazers ont donné à l'entraîneur en place les moyens d'attirer à peu près qui il veut par la masse salariale. C'est quelque chose que, par exemple, Liverpool aurait rêvé sur les 20 dernières années qui viennent de passer. Il y en a 5 qui sont bonnes et 15 qui sont catastrophiques. Notamment dans les 15 qui étaient catastrophiques, c'est parce qu'ils avaient à l'époque leur propriétaire qui ne mettait absolument pas la main à la poche. Quand Benitez faisait des transferts à 2 millions alors qu'on faisait des transferts à 15, 20 et qu'on gagnait des championnats, parce qu'on va pas se mentir. Je veux dire, les championnats qu'on a gagnés, on rêve tous de l'équipe de 2007. L'équipe de 2007, elle s'est faite à coût de 15, 20 millions et à l'époque, c'était énorme par joueur. C'est énorme quand Liverpool y mettait 10 fois moins sur un joueur. Faut pas non ouais. plus. Après, sur Je le pense dernier que mercato, c'est qui a refusé Sancho alors que lui était pratiquement conclu? Bah, ouais, mais c'est Joel, hein. c'est prendre un exemple sur le dernier mercato, alors que moi je te ramène sur une période donnée sur les Glazers. Non, mais après, je suis d'accord, oui, on peut pas se plaindre qu'il n'y a pas eu d'argent pour les transferts. Ça, Je c'est pense sûr. qu'il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui ont mis autant de moyens à disposition des entraîneurs, hein, Ouais, financièrement. mais C'est sûr. ça reste quand même des gars, enfin, qui. Enfin, après, je suis désolé, j'ai peut-être un avis que vous pourriez qualifier de communiste, même si c'est pas le cas, mais ça reste quand même des gars qui ont leur propre intérêt en tête. Effectivement, ils ont refusé le transfert de Sancho. Enfin, moi, j'ai pas trop d'avis sur le sujet, à vrai dire. Faut espérer qu'on va attirer des bons joueurs cet été de nouveau, mais ils ont refusé celui-là. Euh, Si vraiment on partait d'un point de vue finalement où ben, l'intérêt du club, l'intérêt du supporter aussi, et pas juste du merchandising, etc., était important, de toute façon, on n'aurait pas l'organigramme qu'on aurait aujourd'hui. On n'aurait pas attendu 10 ans pour mettre en place un directeur sportif, on n'aurait pas Ouais. aux manettes les gens qui sont aux manettes aujourd'hui, alors que l'Ajax à côté, ils ont un Van der Sar tranquille qui gère le même type d'opération qu'un Woodward. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut leur reprocher. C'est quand même eux qui prennent les décisions, c'est eux les actionnaires majoritaires, le conseil d'administration. Ça reste aussi leur décision et ça dénote pour moi un vrai manque de consultation aussi des personnes qui pourraient justement prendre ce genre de décision. Ah, ouais, je suis totalement d'accord, hein. Alors de ce que je sais, hein, d'après peut-être que parce que bon, on parle sur ce qu'on sait, mais là où je partage pas complètement le point de vue, c'est que les Glazers n'ont pas vraiment, alors je vais peser mes mots parce que si on s'arrête à simplement ce que je vais dire, ça n'a aucun sens, n'ont pas vraiment de pouvoir décisionnel par rapport à ce qui se passe, notamment sur le sportif. Ils ont mis en place Ed Woodward qui justement a les pleins pouvoirs. Et la seule chose, a priori, que demande Ed Woodward dans les grandes lignes, c'est sûr que demain, c'est pas Ed Woodward qui pourra vendre le club si par exemple le club devait être vendu, mais en tout ce qui concerne la gestion commune du club, la seule chose que lui, son boulot, il a demandé aux Glazers, c'est quand il faut ouvrir la tirelire. Parce que le reste, la gestion, ce que vous faites peser là en parlant du sportif et de la gestion humaine,
c'est la gestion de Ed Woodward, qui était à l'époque celle de Jill, qui est passée chez Ed Woodward. Les Glazers gèrent le club, clairement, mais n'ont pas un rôle de gestion actif. Ils ont Ah ouais. un rôle de gestion consultatif et d'ouverture des capitaux quand c'est eux qui ouvrent le capitaux. C'est vraiment le principe d'avoir un propriétaire d'une société et un conseil d'administration. C'est la même chose, c'est-à-dire que tu as le propriétaire, mais c'est le conseil d'administration qui décide. C'est la même chose avec Woodward en place. Dans une certaine limite, la limite, c'est vraiment là au dernier moment quand il faut sortir le gros chéquier parce que c'est leur propre fonds ou quand il y a vraiment une décision à prendre. Et l'exemple type, il est là, c'est la Super League. Mais après, dans la gestion usuelle qu'on a, parce que là, on parle des événements d'il y a 6 mois, mais les Glazers, comme tu l'as bien dit, sont là depuis 18 ans. Sur la gestion quotidienne ces 18 dernières années, elle reflète une politique qui est quand même menée par Woodward. Et par contre, c'est quand même eux qui ont mis Woodward en place. Ça, Ah, c'est une c'est ce que chose. j'allais dire, voilà. C'est Ça, Woodward qu'on mis en place. Et faut- si Woodward n'apportait pas satisfaction sur le plan sportif, il aurait viré, mais vu qu'il apportait sur le plan marketing, ils l'ont gardé. Tout à fait. Mais après, c'est pas parce qu'il a porté satisfaction que eux-mêmes lui ont demandé de prendre certaines choses ou étaient forcément en accord avec tout. Tu peux avoir un président qui est pas en accord tout à fait avec son premier ministre, lui laisser faire certaines choses et le bloquer sur d'autres, même s'il n'était pas forcément en accord. Ça marche de la même manière. Faut pas croire, hein. Je veux dire, là, le club, il est mené comme une entreprise, voire même comme un État. La manière où on diffuse, où on fait des emprunts, ce genre de choses, ça se rapproche même plus d'un État que d'une entreprise. C'est vraiment une gestion. Je veux dire, ils sont derrière, mais ils ont un rôle que je qualifierais de semi-actif. On va pas dire passif, mais de semi-actif, alors que Woodward, lui, avait un rôle actif à 100%. Je tiens quand même à rétablir ce truc, quoi. Tu parles du conseil d'administration, etc. Enfin, si je vais voir le conseil d'administration actuel, je me base sur le site de la Première Ligue, puisque chaque club doit déclarer un certain nombre de rôles clés dans son organigramme. Donc, la liste des directeurs du club aujourd'hui. Donc, Joel Glazer, Avram Glazer, Brian Glazer, Kevin Glazer, Edward Glazer, Darcy Glazer. Ils sont mis toute la famille. Déjà tu en as 6 sur les 1, 2, 3, 4, sur les 13. Après, tu avais Ed Woodward, Richard Arnold, voilà, où chacun se fera un avis dessus. Et après, tu as Sir Bobby Charlton, David Gill, Sir Alex Ferguson, Michael Edelson. Donc, il y a ça. Il y a le fait que quand ils ont ouvert de nouveau en bourse, après en 2012, je crois, ils ont séparé donc leurs actions en classe A, classe B. Donc, les actions classe A, on les remet en vente un petit peu au public dans une certaine limite. Les actions classe B, c'est celle des Glazers. Les actions de classe A, elles ont un pouvoir de décision qui est 10 fois moins important que les actions classe B. Tout à fait. C'est pas vraiment une façon, on va dire, équitable de gérer le club. Ça, je pense aussi. Alors, enfin, c'est pareil, je suis peut-être un peu bisounours, mais moi, le truc que je leur reproche aussi, c'est que, et d'ailleurs, les investisseurs s'y sont pas trompés quand ça a été le cas, en refusant d'investir au prix de l'action tel qu'il était défini au départ, c'est que voilà, ils avaient bien compris qu'en fait, tu dis les Glazers, ils n'ont aucun pouvoir décisionnel, mais de l'autre côté, quand on leur permet de donner un pouvoir décisionnel comme ce que demande le Must en ce moment, ils refusent de le faire. Enfin, on va voir s'ils acceptent de le faire maintenant, mais moi, j'y crois pas trop. Donc voilà, c'est là où moi je me dis que même si c'est pas eux qui décident, ils ont des apparatchiks quand même qui vont prendre des décisions pour rester dans les petits papiers de papa, tonton, la sœur, la cousine, etc. quoi. Et ça, c'est un truc qui me gêne aussi. Tout à fait, mais là tu parles du financier uniquement. Et je pense pas que je suis désolé, hein. Et on dirait que je défends les Glazers, mais c'est pas le cas. En plus, c'est pas entièrement le cas parce qu'il y a des choses qui me conviennent pas. Mais le premier cas, c'est que là, en mettant ça, tu mets en avant des problèmes financiers parce que ce que tu dis au niveau des actions AB, tu as complètement raison, mais c'est financier et je pense pas que le côté financier soit mettre du côté des charges au niveau des Glazers. Je pense que c'est un côté positif qu'ils ont amené financièrement et pas un côté négatif parce que certes, la dette a augmenté, mais le club a jamais gagné autant d'argent. C'est toujours pareil, il faut raisonner en entreprise, on peut pas raisonner en petit club. C'est malheureux à dire parce qu'on aime tous le foot à l'ancienne, tous, sinon on serait pas là. Mais si tu veux raisonner en foot, petit club, déjà actuellement, t'as aucun club européen, vrai gros club européen qui réfléchit comme ça. Et dans ce cas-là, il faut aller voir le FC United, quoi. Parce que tu peux pas réfléchir en petit club. Et cette réflexion-là, si tu, si tu, les petits clubs dans le sens où financièrement, ils ont raison. Financièrement, enfin, ils ont montré 1000 fois qu'ils avaient raison. Le club est endetté, mais c'est une dette n'est pas importante comparativement à ce que tu rentres comme argent. Et actuellement, on rentre tellement d'argent que ils ont raison. Le jour où on a la même dette et où ils rentrent pas d'argent, ils ont tort. Mais pour l'instant, ça fait 18 ans qu'ils ont raison. Après, moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose quand même, c'est que pour les taux d'intérêt, là, j'ai lu ça aussi aujourd'hui. En taux d'intérêt, ils ont dû donner une somme qui est équivalente à tous les autres clubs réunis de première ligue, hein, quand même.
Donc c'est énorme. Donc c'est des milliards. Hein, en taux d'intérêt qu'on a dû rembourser, c'est supérieur la somme qu'on a donnée à tous les autres clubs de Première Ligue réunis. Tout à fait. Donc, C'est parce que c'est ce qu'ils appellent en Angleterre les taux PIK. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet, on va pas y revenir là, c'est pas l'idée. Mais tout à fait. Parce que ça a été, il y a quelques années, on a converti certains types de prêts en types plus importants pour pouvoir faire nous-mêmes des investissements plus importants. Alors après, comme j'ai dit tout à l'heure, attention, moi je défends pas entièrement Glazer. Ils s'en mettent beaucoup dans les poches, peut-être un peu trop en proportion, mais ils ne délaissent pas le club pour autant financièrement et le club a toujours plus ou moins autant de moyens. Je crois que honnêtement, c'est vraiment la première année, cette année, où on voit qu'il refuse de mettre la main à la poche, quand tu évoquais Sancho. Et je tiens quand même à signaler que c'est l'année où il refuse de mettre peut-être déjà le transfert quasiment le plus cher de l'histoire, ou pas loin. Enfin, je sais pas trop les chiffres de ce côté-là, mais quoi qu'il arrive, ça aurait été le plus cher pour le club. C'est quand même l'année du Covid. oui, non, mais ça, après, Et c'est je une comprends tout année à fait. Hein. où, en plus, on est quand même en train de comprendre qu'il y a une bulle financière au niveau du football et qu'on n'est pas sûr qu'elle soit très stable. Donc, honnêtement, est-ce que c'est difficile cette année de leur reprocher de ne pas avoir mis la main à la poche quand Moi, les 17 autres années qui sont passées, ils ont mis énormément la main à la poche, plus que à peu près n'importe quel club. On a oublié certaines années où chaque année c'était Byzance. Financièrement, enfin vraiment, je pense pas que financièrement il y ait quelque chose à reprocher. ouais, Je vais ajouter tant que de l'argent rentre comme ça rentre actuellement. J'ajoute cette mention parce que c'est important. moi, je vais leur reprocher, c'est par contre, c'est au niveau des infrastructures. Depuis 11 ans, ils ont mis 118 millions dans les infrastructures. C'est Je beaucoup suis trop peu, quoi. tout à fait d'accord. Alors, il y a une seule chose qui a été faite, qui a été très bien faite par Woodward. Ça a été de mémoire, c'est il y a 6 ans, 5 ans. On a fait un partenariat avec Toshiba et on a pris une avance considérable. Alors, ça s'est pas vu sur certaines années, mais pourtant, c'est vrai, notamment en tout ce qui est médecine, parce qu'ils ont énormément investi avec Toshiba, qui est très en avance de la médecine, tout ce qui est technologie, quoi, pour pouvoir passer des radios, des IRM, etc. Donc là-dessus, ils ont fait vraiment un super taf. Je tiens quand même à dire qu'ils ont rénové aussi les stades au niveau à Carrington. Tous les stades clos ont été, enfin couverts, pardon, pas clos, surtout couverts, ont été rénovés. Mais je suis assez d'accord aussi pour dire que le stade en lui-même, hormis une tribune qu'on a fait évoluer il y a 2-3 ans, je crois, il mériterait peut-être un petit peu plus d'investissement. Mais d'un autre côté, il faut pas oublier que la mode actuellement des stades, ce n'est pas d'agrandir, c'est de diminuer. Actuellement, si vous suivez l'évolution du nombre de places des stades, ça diminue sur plutôt qu'augmenter. C'est des choix comme ça. Je pense que c'est un ratio sécurité, prix de la place, etc., entretien, mais ça diminue. Ok, on va finir ce podcast avec un sujet un peu moins plein de chiffres, de dollars, de taux d'intérêt, de conseils d'administration et de Glazer. On va parler un peu de la fin de la saison. On est le 4 mai au moment où je vous parle, 20h08. Il nous reste 6 matchs prévus au calendrier. Il reste le match retour face à la Roma, on y reviendra après jeudi. Et il nous reste 5 matchs en championnat. Donc Aston Villa à l'extérieur le 9, Aston Villa qui est 10e, qui reste sur 2 défaites, un nul, une victoire sur ses derniers matchs. Ensuite, on enchaîne 3 jours plus tard avec Leicester à Old Trafford. Leicester qui est sur 3 matchs sans défaite, qui est 3e actuellement. Puis une semaine plus tard, on a Fulham également à Old Trafford, donc le 19. 5 matchs sans victoire pour Fulham, qui est relégable et quasiment relégué à vrai dire. Et puis on termine ensuite avec Wolverhampton, donc à l'extérieur à Molineux, voilà, qui est 12e, milieu de tableau, pas beaucoup d'enjeux, sachant qu'en plus de ça, faudra rajouter le fameux match contre Liverpool qu'on n'a pas réussi à caler et qui pourrait peut-être être le week-end du 15-16, sauf que Liverpool a déjà un match prévu à ce moment-là. Liverpool qui reste sur une bonne forme maintenant, puisqu'ils sont à 5 matchs sans défaite en Première Ligue. Les gars, comment vous voyez la fin de la saison? Déjà, on va parler de la Première Ligue et on parlera de l'Europa League après. Est-ce qu'on va terminer tranquille contre des équipes qui sont à notre portée? Est-ce qu'il faut quand même qu'on reste vigilant parce que on a vu contre Leeds, par exemple, que rien n'était acquis? C'est quoi votre point de vue sur la situation? Sachant, je complète juste un truc, que nous, de notre côté, on reste sur 8 matchs sans défaite, 7 victoires, 1 nul, le nul contre Leeds uniquement, et après, on est quand même dans une bonne forme. Alan, ouais. Ouais, après, si Jimmy voulait commencer, ça me posait pas de problème. Non, moi, je pense déjà que le top
top 2, top 3 est assuré, hein, sauf catastrophe. Là, je vois qu'on joue Villa, mais Villa, bon, j'aime bien leur équipe, hein, mais ils doivent faire sans Grealish depuis un petit moment. Donc, je sais pas s'il sera là contre nous. Leicester, pour moi, ce sera le dernier gros match. Fulham, moi, ils seront relégués. Wolverhampton, ils n'auront plus rien à jouer non plus. Donc, bon, je pense que franchement, sauf catastrophe, on sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Il y a peut-être encore la série d'invincibilité à l'extérieur qui est en jeu. Donc, si on pouvait la préserver jusqu'à la fin, ça serait pas mal, hein. Je partage assez ton avis. Je suis pas attaché particulièrement à la deuxième place. Par contre, je suis attaché à l'Europe, clairement. Clairement, du coup, pour rebondir en étant attaché à l'Europe, c'est que je suis autant attaché à l'Europe pour l'année prochaine que pour cette année. Donc, comme j'ai déjà exprimé un peu cet avis sur le forum, moi, j'ai vraiment envie, et c'est pas la qualité première de notre entraîneur actuel, c'est qu'il fasse un petit peu tourner, pour que justement, pas prendre de risques avec certains joueurs qui ont soit beaucoup joué, soit qui sont sujets à blessure. Clairement, parce que, sauf catastrophe, je ne vois pas hors top 4 cette année, hein, pas avec 5 matchs qui restent. Donc j'attends vraiment juste un turnover intelligent. Je dis pas de faire jouer complètement une deuxième équipe, mais un turnover intelligent, peut-être pas voir Maguire se faire 90 minutes. Faire souffler Rashford un moment quand même, Rashford parce qui que est déjà le blessé, pauvre, Maguire qui a bientôt le record d'utilisation mondiale à ce rythme-là, ouais, parce que je crois qu'il est déjà pas loin du Fernandez, record européen, il a déjà le record anglais, il est pas loin du record européen, Fernandez, enfin voilà. Essayer de donner un peu de temps de jeu et de garder quelques joueurs clés dans l'organisme Solskjaer actuellement pour les préserver et le retour en Ligue Europa, parce que ce serait bien de faire tourner, mais à mon sens, pendant le match, démarrer comme avec une équipe sérieuse et faire tourner, vu qu'il y a quand même 5 changements, faire tourner pendant le match et se concentrer sur, après la Roma, si tout va bien, quoi. Donc après, Jérémy, tu dis, moi, j'attache de l'importance à l'Europe et pas tant que ça à la deuxième place. Pour l'instant, on est à 4 points devant Leicester, sachant qu'on a le match contre Liverpool encore à disputer. Donc, on peut espérer que, bon, quoi qu'il arrive, notre avance sera toujours de 4 points, quel que soit le résultat, et jusqu'à 7 points. Du coup, tu dis, la deuxième place, j'attache pas trop d'importance, mais est-ce que ça serait pas un échec pour toi que on passe troisième derrière Leicester, par exemple, ou Chelsea? Sachant que quand même, on a un coussin qui paraît assez confortable. T'aurais pas un goût amer quand même qui te resterait après une fin de saison comme celle-là? Non, personnellement, non, j'ai aucun enjeu, peut-être sauf la quatrième place, parce que je crois que tu es obligé de faire un tour en plus, non? Enfin, je sais pas, je t'avoue, j'ai plus trop suivi la formule. Non, même pas. Donc, Non, non. si t'as pas de démarche supplémentaire, moi, jusqu'à la quatrième place, en fait, si tu veux, pour moi, place 2, place 3, place 4, ça change rien, en fait, hein. T'es en Europe, t'as visé l'Europe, t'atteins là où tu veux. J'ai pas plus de gloire à dire que je suis deuxième, troisième ou quatrième. Surtout que le premier nous a clairement largué en termes de points. Donc, encore quand ça se joue en duel, que ça peut se jouer jusqu'à la dernière journée, je dis pas, hein. Mais là, bon, c'est une surprise pour personne. Ça fait déjà 5 matchs au moins qu'on sait que City sera champion. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de surprise. Là, le seul enjeu, c'est de rester dans le top 4. Ça, c'est évident. Mais je ne nous vois pas perdre tous les matchs au point de finir cinquième. Parce que je crois pas qu'on puisse descendre plus que cinquième, il me semble. Peut-être 6 ou plus loin, mais vraiment, ce serait vraiment ouais, c'est vraiment une catastrophe là si on complètement termine. catastrophique de finir à l'heure actuelle 5 ou 6e. Mais vraiment, j'ai aucune importance à titre personnel entre les places 2, 3, 4. Parce que pour moi, elle ne rapporte rien de plus ou rien de moins. C'est l'objectif de l'Europe, c'est tout. Et par contre, on a beaucoup à perdre si on fait n'importe quoi en Europa League. Parce qu'on n'est plus qu'à 2 matchs d'un titre qui est quand même assez gros. C'est plus gros qu'une Coupe nationale. Alors certes, c'est pas une Ligue des Champions, mais c'est quand même plus gros qu'une Coupe nationale. Je veux dire, ça y est, qu'on a 2 matchs de ça, dont un match qui est quasiment remporté, vu ce qu'on a le score du match aller. Voilà, quoi. Faut juste finir le boulot correctement. Ok. Alors, tu parlais aussi de la rotation. Tu disais que c'était pas le point fort de Solskjaer. On voit pas du tout pourquoi tu dis ça. On sait que Solskjaer, c'est quelqu'un qui aime bien faire rentrer Il adore plein Van de de joueurs. Beek. Justement, c'était ma question. C'est qui les joueurs? Alors, voilà, on connaît un peu la réponse, je pense, mais peut-être qu'il y aura des surprises. C'est qui les joueurs que vous auriez envie de voir, en fait, sur le terrain, là, pour les derniers matchs? Alors oui, ok, il faut continuer à aligner une équipe sérieuse, mais est-ce qu'il y a des mecs, en fait, je sais pas, soit chez les jeunes, soit chez les gars qui sont peut-être un peu plus proches de la sortie pour le jubilé, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des gars que vous auriez plus envie de voir, justement, sur certains des matchs de PL, là, jusqu'à la fin? Ouais, moi je reviens Phil Jones. Ah ouais, t'as envie de rigoler un petit peu, toi. Je pense qu'il je sais même pas s'il est apte, hein. Non, clairement, moi c'est Van de Beek. Moi, franchement, Van de Beek, j'aimerais bien le voir sur plusieurs matchs à suivre, quoi. Sincèrement, je comprends pas sa gestion, quoi. Van de Beek, Mata. Mata, ouais, parce que ouais. Mata, je suis pas sûr qu'il va rester non plus, donc
Donc moi c'est principalement les deux là. Après Télès. ouais. Après Shaw il est tellement énorme, sincèrement que Ouais, je mais comprends que Télès justement, sur le banc. Shaw, j'aimerais bien qu'il se repose un peu. Mais genre Ahmad, pourquoi pas aussi le petit Ahmad. Après les jeunes, ça me paraît plus compliqué. Williams, il compte pas dessus. Tourné c'est pareil. Donc non, moi c'est surtout Van de Beek quoi. Ok. De Beek, Télès, effectivement, Jones, oui, bah, je pense que ça fait un petit moment hein, qu'on l'affiche blessé de toute façon en permanence. Hein, il n'a pas dû se remettre. Après, est-ce que Martial sera rétabli d'ici la fin de saison aussi? Parce que j'ai pas envie de le voir non plus, donc bon, ça me Non, dérange mais pas. par contre, je sais que tu disais qu'il compte pas sur Williams, mais j'aimerais bien le voir jouer un peu. Daniel James, également, il a joué un peu plus, mais il a eu un gros passage sur le banc. Ça peut être pas mal aussi. En plus, il a du coffre, il est physique, donc je pense qu'il peut finir, même en jouant un peu plus, il peut finir largement sans être à genoux. Mais ouais, il y a en fait, ce serait juger plusieurs joueurs sur la durée. Par exemple, Tourné, Van de Beek, 2-3 matchs à suivre, quoi. Et pas un quart d'heure par-ci par-là. C'est pas comme ça qu'ils vont pouvoir s'intégrer et progresser, quoi. C'est ça. Profiter que Matic soit encore là pour tourner un peu avec nos milieux également, milieu défensif, faire reposer un peu Scott ou Fred. Bah, c'est vrai que vu l'avance qu'on a, effectivement, et le calendrier qui est quand même jouable, hein, on va dire. Bon, on parle de Villa, on parle de Fulham, des Wolves, sans vouloir leur manquer de respect. Enfin, au moins le match contre Fulham à domicile, c'est pas possible de pas prendre 3 points sur ce match-là. Sachant que la finale de la Ligue de la Ligue des Champions, le lapsus révélateur de l'Europa League, bah, elle aura lieu une semaine après, quoi. Enfin, effectivement, c'est sur ce genre de match que moi aussi j'aimerais bien qu'il lui fasse confiance. Moi, je suis pas particulièrement fan de Van de Beek. Il y a certains, à chaque fois qu'ils le voient pas sur la feuille de match, ils crient au scandale, à la pendaison de Solskjaer, etc. J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que je suis d'accord pour dire que tant qu'à être là, ben, autant qu'il joue, quoi. En fait, c'est assez fou, quoi. Enfin, on pourrait faire tout un podcast entier, je pense, sur Van de Beek. On lui Sur la enverra. gestion, sur la gestion de Van de Beek, oui. Parce que Ah, aussi, Van de Beek, ouais. si tu lui donnes pas de temps de jeu là, quand il y a plus d'enjeu, parce qu'il y a quasiment plus d'enjeu en championnat, ça veut dire que tu comptes même pas sur lui l'année prochaine, en fait. Ouais, c'est vrai, on pourra toujours le prêter à West Ham comme Lingard et puis le Voilà. voir planter un début. Il paraît que Lingard intéresse l'OGC Nice. Qui sait, peut-être on aura la chance de le voir jouer en France. Bah, s'ils ont 40 millions, ouais. Ouais, moi j'aurais cru le Real Madrid là ou le Barça maintenant, mais on parle de Nice, donc bon. Ok, je suis un peu déçu. C'est quand même. On passe à l'Europa League. Donc l'Europa League, bon bah le match aller contre la Roma qui s'est passé extrêmement bien, enfin surtout la deuxième mi-temps, on va pas se mentir. Donc belle victoire 6-2. Pour se qualifier, il faudrait que la Roma gagne 4-0, 5-1 ou avec 5 buts d'écart. Bon, je vous propose qu'on passe pas trop longtemps sur ce match-là parce que même sans vouloir manquer de respect aux Romains, on espère quand même qu'on a fait 99% du boulot et qu'on va voir plus loin, c'est-à-dire qu'on va voir la finale qui aura lieu le 26, si je ne dis pas de bêtises. Dans l'autre rencontre, Villarreal a battu Arsenal 2-1 au match aller. Avec un penalty, Espagne, là aussi litigieux. Hein. Avec un penalty lieu, et sachant qu'ils avaient quand même bien dominé la rencontre, Villarreal, que Arsenal était à 10 avant que Villarreal passe à 10 également, etc. Donc ils auraient peut-être pu faire le break vraiment définitivement. Ouais. Match retour en même temps que le Nôtre, donc jeudi soir. C'est quoi déjà votre envie? Est-ce que vous avez envie de jouer du Arsenal? Est-ce que vous avez envie de jouer du Villarreal? Et puis comment vous voyez les choses? Vous pensez que ça va être quoi le scénario? Qui va passer et comment vous voyez la suite? Déjà, bon, sur la Roma, bon, je pense que ouais, sauf catastrophe là aussi, on devrait passer, surtout avec leurs 3 absents. Les 3 blessés qui sont blessés jusqu'à la fin de la saison, donc ils ne reviendront pas. Donc bon, quand on a vu leur gardien, je pense que Lee Grant est même meilleur, donc voilà. Et après, une finale, j'aimerais bien Arsenal, à condition qu'on la gagne, quoi. Parce que si on perd contre Arsenal en finale, vous me voyez plus sur le forum, hein. Moi, je vous le dis clairement. Partage le point de vue d'Alan. Ce serait triste, ça.
partage le point de vue d'Alan, c'est-à-dire que là, on va pas se mentir, hein, taper Arsenal lors d'une finale, ça fait que plaisir. Enfin, voilà, il y a aucun doute là-dessus. Il y a aucun monde où t'as pas envie de taper Arsenal et de les voir rentrer chez eux en ayant perdu une finale. Après, au niveau exotisme, je pense que certains voudront peut-être voir une équipe espagnole en face, bien que ça ne réussit pas toujours. Surtout avec Mais Emery sur le banc, et surtout qu'Emery c'est spécialiste de l'Europa League, donc c'est ça. Donc, mais comme tu dis, je sais pas ce qu'on envisage, mais si par malchance c'est une défaite, par contre, je préfère une défaite face aux Espagnols que face aux Anglais, parce que là, perdre face à Arsenal, c'est l'enfer. Donc, je ouais. choisis quand même Arsenal pour le beau jeu, mais voilà. Faut être sûr de soi, quoi. Mais, Faut y aller en bonhomme. ouais. Après, je pense qu'Arsenal va quand même passer, hein, je pense, mais Mais Arsenal qui, rappelons-le, quand même nous a battu 1-0 à Old Trafford de cette saison et on les a pas Darwin battus l'année. Hein. 0-0 effectivement, et en plus on leur a pas mis un but, hein, non, surtout de la Ah non, saison. mais non, mais là, ça c'est va, on joue à incompréhensible. l'extérieur. Donc, ça va. Ouais. On va voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, enfin moi j'avais plus une préférence pour Villarreal perso. Enfin voilà, hein, je vais parler de l'exotisme, hein, dont vous parliez tout à l'heure. Bah, c'est pareil, c'est que moi me taper Arsenal déjà 2 fois dans la saison, ça me paraît déjà suffisant. 3 fois, si on peut éviter, c'est pas plus mal. Voilà, enfin c'était un match enfin Arsenal ça a toujours été mon équipe préférée dans le mauvais sens du terme, au sens où je pouvais pas les blairer déjà de l'époque des Patrick Vieira, Keown, Ouais. etc. Enfin voilà, C'est plein de normal. gens bien, quoi. Mais Et ils ne bon, réussissent de pas notre beaucoup en côté, plus, hein, ça. voilà, on n'avait pas que des artistes non plus chez nous à cette époque-là. Donc c'était un peu dans les deux sens. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'anticipais beaucoup ces matchs, j'étais vraiment à fond. Et puis là, enfin, dernièrement, je trouve que ça a perdu un peu en saveur. Donc voilà, moi j'avoue que Villarreal, c'est une rencontre qui me tenterait plus, quoi, pour le coup. Pas d'un point de vue français, ça a perdu en saveur parce qu'il n'y a plus Wenger. Et du coup, au niveau média, du moment qu'il n'y a plus de Français qui jouent à Arsenal, ils sont un peu lâchés. Mais c'est vrai que, comme tu dis, la pression qui était au niveau médiatique quand c'était Arsenal qui jouait, j'avais pas envie de perdre des matchs, quoi. Oui, bah c'est clair que c'était le seul match, en fait, le seul résultat anglais de la saison qui te passait au JT à TF1, c'était celui-là, quoi. Après, ouais. Arsenal, Après, c'était les Invincibles, t'avais le duel Henry contre Van Nistelrooy, Mm. c'était autre chose, quoi. Hein. Ouais, c'est clair. Mais là, C'était Keane contre Vieira dans le tunnel avant le match. Tu regardes les matchs aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu perdu leur piment. Hein. oui, voilà, enfin, moi je trouve ça assez creux maintenant, et les 2 matchs de cette saison, n'ont pas aidé non plus dans ce sens-là, hein, parce que bon, il s'est pas franchement passé grand-chose. Donc, Non, non, ouais. non. Puis c'est vrai que en plus depuis qu'Arsenal a changé de stade, hein, c'est quand même, c'est pas la même. Hein. Highbury, on regrette. Hein. Ouais, l'Emirates, c'est quand même pas dégueulasse, hein. Franchement, moi je Non, trouve le que c'est stade est beau, mais l'âme, t'as pas la même âme qu'Highbury, quoi. Après, pour revenir sur ce que tu disais, t'as peut-être pas entièrement tort. Vous préférez affronter Emery ou Arteta? Bah, ça dépend de ce qu'on appelle préféré, en fait. Franchement, Arteta, moi. Arteta, je préfère Arteta quand même. Moi, je préférais Arteta, mais pour une autre raison, c'est que c'est quelqu'un que j'ai kiffé en tant que joueur, par contre. Et voilà, Ah, j'aimais bien juste aussi. pour. Voilà, enfin, je trouve que son travail. Alors voilà, les supporters d'Arsenal se feront une idée là-dessus, mais voilà, moi, je pense que c'est le genre d'entraîneur dont le foot a besoin. Voilà, des anciens joueurs qui ont vraiment porté les couleurs du club, qui vont. Voilà, aussi avoir des qualités de meneur d'homme, c'est important, mais qui ont quand même cette culture aussi du club, quoi. Et je trouve ça bien qu'il soit à Arsenal aujourd'hui, surtout s'il peut continuer à avoir des résultats pas terribles comme ça, qui continuent, hein, surtout, qui se prive pas. Mais voilà, c'est un joueur que Après, j'ai j'aimais vu beaucoup. qu'il y a une rumeur aussi de rachat Arsenal là, par Spotify avec les anciens Bergkamp, Henry, tout ça. Là. Je sais pas si vous avez J'ai vu cru que ça, tu mais allais dire une rumeur de Arteta à Manchester United, quoi. Mais ok. Non, j'ai pas entendu parler de la rumeur Arsenal et Spotify pour le coup. et le patron de Spotify, ouais, il voudrait racheter Arsenal avec Bergkamp, Henry et un troisième là. Et Henry en a parlé justement. Il disait que lui, il était chaud pour redonner l'ADN au club d'Arsenal, quoi. Mais bon, c'est pas le sujet. Hein, on n'est pas supporter d'Arsenal. Mm. Et en 10 secondes, pour finir ce sujet, est-ce qu'on est favori ou pas de l'Europa League? Il reste 4 équipes. Clairement, oui. Hein. Oui, Oui. oui. Bah oui, oui, on est devant championnat un des deux demi-finalistes et on est clairement plus gros financièrement et
logiquement, sportivement, du deuxième, donc du club espagnol. Donc oui, on est favori, la pression est sur nous. Clairement. Clairement, on peut pas se louper là, hein. Sincèrement, si on se loupe là, bon, Solskjaer, j'aurais mauvaise quand même. Bah, si on se On loupe, peut, mais est-ce qu'on devrait? C'est une autre question, quoi. si on se loupe, c'est dommage, mais par contre, avec les gens qu'on aura affrontés pour arriver jusqu'en finale et même en finale, ça a presque un parfum de Ligue des Champions quand même. Donc ça, il faudra quand même le retenir aussi. Oh, attention, quoi. J'irai pas jusque-là, parce que quand je vois le parcours Milan, Roma, peut-être Arsenal. Je veux dire, t'as ces affiches-là en Ligue des Champions, ça choque personne. Hein. Après, bon, quand tu vois Chelsea en demi de Champions League, ouais, Il tu y a peux que dire oui. Grenade, hein. Ouais, il y a que Grenade au milieu qui a un goût vraiment d'Europa League, mais les trois autres, quand ils sont en Ligue des Champions, ça choque personne. Hein. Ouais, mais c'est un goût de Champions League il y a 10 ans ou 12 ans, quoi. Mais ça n'a pas un goût de Champions League de Ouah. 2021, par contre. Pas 2021, mais pas 10 ans non plus. Il y a 3-4 ans déjà, il y avait tout ce beau monde qui était là. Après, non, c'est pas des noms infamants, hein. On rencontre pas Copenhague, Bruges, comme on l'a rencontré quand on l'avait gagné. Ça. Bah, c'est ça. Donc, il y aura quand même, à mon sens, elle a quand même une certaine petite valeur. Ah bah de toute façon, oui, mais de toute façon, si on la gagne, on l'aura mérité, hein. De toute façon, il n'y a pas à cracher dessus, hein. Mais du coup, on doit la gagner, puisqu'on est les favoris, pour répondre. Ouais. Ok, bon, merci les gars pour votre avis là-dessus. On va passer donc à la conclusion. Donc merci de nous avoir rejoints tous, de nous avoir écoutés pour ce 7e podcast Manchester Devil, donc sur les incidents d'Old Trafford et aussi la fin de saison, comment on voit le parcours en Première Ligue, en Europa League, etc. Je vous rappelle que vous pouvez, et vous êtes les bienvenus, nous laisser des commentaires sous la vidéo YouTube et puis également sur notre forum. Si vous avez envie de passer, de discuter avec des passionnés, venez. On passe vraiment des bons moments, on se respecte, on arrive à discuter de façon normale pendant les matchs, sur les rumeurs de transfert, sur plein de sujets qui peuvent être intéressants. Donc on vous y attend très nombreux. Et s'il y a des personnes parmi vous qui ont envie de participer à nos podcasts également, de l'autre côté du micro, donc avec nous, contactez-nous et puis ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera pour discuter de ces sujets-là. Merci Alan. De rien, avec plaisir partagé. À bientôt. Et merci Jérémy. Merci à toi, Elie. Et salut tout le monde et à une prochaine fois. À la prochaine. Et vive la Bretagne.